bonjour à tous et peut-être ah non, on a perdu deux personnes. Donc bonjour également à ceux qui sont à distance. Donc on a ici un deuxième atelier, deuxième table ronde avec un peu plus de temps que les autres en termes d'égalité de traitement. Nous avons 10 minutes de plus. Je ne sais pas si c'est volontaire. Et le thème de cette table ronde, c'est déontologie et profession non réglementée. On verra néanmoins qu'il y a un certain nombre de similitudes. L'objectif étant de s'intéresser à des professions qui, pour certaines d'entre elles, n'existent même pas au Québec, mais qui sont, vous allez le voir, qui posent des problématiques qui sont intéressantes à titre de comparaison, notamment les juristes d'entreprise qui ont un statut à part. Et donc, pour cela, je vais présenter tout le monde, tous les intervenants, parce que certains, ce serait franche. Je vais choisir. Tiens, qu'est-ce que. Donc, Léonore Gendard, qui est maître de conférence à l'université Paris 10 Nanterre et qui est membre du CEPCAC, je ne me trompe pas. Il y a Bernard Haftel, qui est professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui est notamment co-directeur de l'IRDA avec Nathalie Blanc. Pierre Trudel, qui est professeur, je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter, professeur au sein même de cette université et membre du CRDP. Géraldine Goffo-Caillot, professeure à l'université d'Orléans. Et je ne sais pas si je dois citer un centre de recherche en particulier. Je peux citer le centre de recherche juridique Potier. Voilà, centre de recherche juridique Potier, donc membre du centre de recherche juridique Potier. Philippe Pierre, qui est professeur à l'université de Rennes, mais qui est également responsable des relations internationales à l'Institut national des formations notariales. Donc, il a également cette double casquette. Et Jérémy Torres Saït, qui est également professeur au sein de cette faculté, cette université. Donc, nous allons procéder de la même façon que sur la première table ronde, c'est-à-dire laisser la parole à chacun d'entre vous. Alors, je vais être un tout petit peu plus souple parce qu'on a un tout petit peu plus de temps. Donc, ça veut dire entre 5 et 7 minutes. Donc, ce n'est pas une grande souplesse non plus. Et puis, on procédera là aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'on essaiera de répondre à un certain nombre d'interrogations et non pas de trouver des réponses, mais d'identifier les questions. Et d'ailleurs, certains disent que c'est une preuve de sagesse que de trouver déjà les bonnes questions. Donc, on va commencer peut-être, je vais respecter l'ordre de présentation et en donnant la parole à Léonore Gendard. Mais toi, tu n'as que 2 minutes, voilà. Juste pour te stresser un peu plus. Ça n'existe pas. Je vais nécessairement respecter le timing. Non, avant toute chose, j'aimerais remercier rapidement, bien sûr, mais chaleureusement, les organisateurs de ce colloque et en particulier Soraya, non seulement de m'avoir invitée en qualité de membre du CEPCAC, mais pour la confiance qu'elle m'a personnellement accordée. Alors, le thème qui m'a été donné inspire évidemment une observation spontanée. Est-ce qu'il existe une déontologie de l'arbitre ? La plupart des législations nationales n'imposent pas, en fait, en matière d'arbitrage, l'établissement de normes déontologiques. C'est finalement pas surprenant. Si on dit que la déontologie, c'est l'ensemble des devoirs sanctionnés dans une profession, on va dire que être arbitre, ce n'est pas une profession réglementée, peut-être pas non plus une profession non réglementée, ce qui pose encore une fois la question de ma présence au sein de cette table ronde. Voilà. Ce constat, en réalité, il s'explique parce que toute personne peut être arbitre. Et ces personnes constituent un ensemble finalement très hétérogène, à la différence d'une profession ou d'une activité organisée, ne serait-ce qu'en banque ou en assurance, par exemple. Et les arbitres ont souvent plusieurs casquettes. Ils vont être arbitres, conseils, avocats. Mais pour autant, on sent bien qu'il existe une forme de profession d'arbitre et donc une forme de déontologie dans l'exercice de la profession. D'abord, je crois qu'à toute position de tiers, un certain nombre d'obligations déontologiques existent et nécessairement à l'égard de l'arbitre. Et pour l'arbitre, la raison tient au fait que c'est le seul particulier qui accomplit une mission de justice et que cette mission de justice, elle est souvent très lucrative, ce qui explique le besoin de normes de conduite. Alors, je vais rebondir sur ce que Soraya disait tout à l'heure. Il y a eu malheureusement des affaires célèbres, il suffit de parler de l'arbitrage tapis, qui ont provoqué une crise de confiance dans l'arbitrage. Donc, nécessairement, il y a un discours sur l'éthique, sur la déontologie de l'arbitre qui existe de plus en plus. Alors, si une forme de déontologie de l'arbitre existe, on va voir que
Elle repose sur une pluralité de sources et elle a néanmoins souvent un caractère assez disponible et peut-être j'aurai pas le temps de le dire maintenant, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Cette pluralité de sources implique une pluralité de sanctions. Pluralité de sources d'abord parce que les arbitres sont le plus souvent avocats, professeurs de droit, anciens magistrats, et j'insiste, anciens magistrats. À mon sens, on ne peut pas être arbitre et être un magistrat en exercice. Donc, ces individus ont une profession principale, ils sont soumis à des normes déontologiques qui s'imposent dans le cadre de leur profession et qu'ils vont nécessairement, par la force des choses, appliquer en qualité d'arbitre. Pour prendre qu'un exemple, en France, le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit des dispositions spécifiques à l'avocat qui accomplit une activité d'arbitrage, c'est le terme. Alors, sont visés les devoirs consubstantiels à la mission de juger. Il faut être indépendant, impartial, diligent, respecter certains principes directeurs du procès, l'égalité des parties, respecter les délais de procédure, le secret des délibérations. Tout ceci n'est pas très concret, mais néanmoins, c'est précisé. Du reste, le respect de ces devoirs est également imposé par des textes de source nationale. Le Code de procédure civile français, le Code de procédure civile du Québec reprennent ces exigences élémentaires. Il y a aussi des textes de source nationale. Il suffit de penser juste à la loi type de la CNUTSI de 1985 sur l'arbitrage commercial international. Donc, on a déjà plusieurs sources qui existent. À cela, on va ajouter un certain nombre d'instruments qui sont élaborés par les institutions d'arbitrage ou des organismes variés. Et là, on va avoir ces instruments qui vont avoir des noms divers, charte éthique, code de conduite, guidelines, etc. Et ces instruments, ils portent soit sur des devoirs très généraux des acteurs de l'arbitrage, soit sur des questions spécifiques, par exemple sur les conflits d'intérêts. C'est notamment le cas des règles de l'association de l'International Bar Association sur les conflits d'intérêts, mais aussi sur la preuve. Et plus récemment, c'est-à-dire 2021, s'est ajouté un nouvel instrument de la part d'une institution majeure qu'est la CCI, la Chambre de commerce internationale, qui, elle, n'avait pas jusqu'alors de règles, en tout cas de charte éthique ou de règles de conduite. Elle a instauré un instrument, elle a proposé un instrument qui s'appelle la note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l'arbitrage selon le règlement de la CCI. Et il s'agit finalement de recommandations sur la conduite des arbitrages qui sont destinées à la fois aux parties et à leurs conseils, mais aussi aux arbitres. Et on va retrouver les exigences classiques. Mais ce qui est surtout très intéressant dans cette note, ce sont les précisions qui sont relatives à l'obligation qui pèse sur l'arbitre de révéler toute circonstance susceptible de mettre en cause son indépendance et son impartialité. Et là, je rebondis encore une fois sur ce qui a été dit lors de la précédente table ronde, c'est le concret qui est intéressant, parce que précisément, cette liste, elle vient préciser ce que le législateur n'a pas fait pour nous dire c'est quoi le contenu de l'obligation de révélation, quelle est l'étendue de l'obligation de révélation. Et elle dresse une liste non limitative des circonstances que l'arbitre doit envisager et qui concernent surtout les relations qu'il va avoir, enfin les relations actuelles ou antérieures qu'il a pu avoir avec les conseils des parties ou les parties elles-mêmes. Donc, il y a certaines circonstances qui sont évidentes. Par exemple, au moment de sa désignation, un arbitre qui a précédemment siégé dans un tribunal arbitral dans lequel figure en tant qu'arbitre l'un des associés du cabinet plaidant dans l'arbitrage en cours, il doit le révéler. D'autres circonstances sont moins évidentes. Est-ce qu'il est nécessaire de révéler qu'un arbitre a participé dans le cadre d'un colloque avec un avocat qui est l'avocat d'une des parties en cours d'arbitrage? Est-ce qu'un arbitre doit révéler qu'il est ami sur Facebook avec l'un des avocats d'une partie? Bien sûr, je pense qu'il faut se dire une chose, en tout cas avoir un cap. Dès lors que l'arbitre a un doute, il doit révéler. Mais lorsqu'on se situe dans des gros réseaux d'avocats, des gros cabinets d'avocats, parfois c'est très dur de savoir ce qui se passe dans une filiale ou dans une autre. Et finalement, à propos de tous ces instruments, c'est toujours la même question qui se pose, c'est celle de leur valeur juridique, de leur caractère contraignant. On est à la frontière du droit dans une soft law qui est constituée de différents textes créés par la pratique de l'arbitrage international. On voit bien l'objectif de ces instruments, c'est harmoniser les procédures. On veut que les procédures se déroulent en application de principes élémentaires communs, en quelque sorte universels. Pour autant, il arrive que la déontologie de l'arbitre, si on veut bien parler de cela, elle va varier d'un arbitrage à un autre, surtout selon les stipulations des parties. C'est dire en d'autres termes que cette déontologie, elle présente un caractère disponible. Et il s'observe ce caractère disponible, en particulier lorsque les parties ont la faculté d'aménager ou de renoncer à certaines exigences que l'on peut qualifier de déontologiques. C'est le cas
J'en terminerai par là, Monsieur le Président. C'est le cas notamment du règlement d'arbitrage de l'Association américaine d'arbitrage qui prévoit que les parties peuvent renoncer à ce que les co-arbitres qu'elles ont désignés soient neutres. Donc, on admet purement et simplement que les co-arbitres désignés par les parties ne sont pas tenus d'être indépendants et impartiaux et ils ne pourront pas être disqualifiés pour cette raison. Donc, c'est une question qui peut poser difficulté. Il faut savoir qu'en France, aucun règlement d'arbitrage ne le prévoit, aucune institution d'arbitrage française ne prévoit cette possibilité. Néanmoins, dans la pratique, notamment dans le secteur de l'arbitrage céréalier, du commerce céréalier, on admet que les parties peuvent renoncer à certaines de ces exigences. Je rends la parole immédiatement. J'ai parlé trop longtemps pour parler des sanctions un petit peu après. Je vous remercie. Merci. Mais on reviendra sur le sujet. Hein. Il y a des thèmes très intéressants, savoir notamment, même si politiquement, les arbitres sont en demande. Est-ce qu'il y a une demande de règles déontologiques plus strictes? Est-ce que ce ne serait pas un frein à l'attractivité? Enfin, c'est des questions sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Alors, on va aller dans un domaine qui n'est pas totalement étranger à l'arbitrage, qui est celui des universitaires, parce que, et comme tu l'as évoqué, ils sont avocats, mais ils sont parfois avocats universitaires et arbitres. Donc là, il y a un cumul des statuts. Et on va dans un premier temps bien voir s'il existe des règles déontologiques et peut-être si elles sont respectées dans le cadre universitaire. Et d'abord, une première intervention de Bernard Haftel. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier évidemment tous les co-organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Vincent, qui nous accueille parfaitement comme d'habitude, et dire le plaisir que j'ai à revenir ici après cette éclipse de 2 ans. Vraiment, c'est toujours un plaisir de venir à Montréal et d'échanger avec nos collègues québécois. Alors, la déontologie des universitaires. Le point de départ, c'est qu'évidemment, comme on n'est pas dans une profession réglementée, il n'y a pas à proprement parler de code de déontologie, il n'y a pas à proprement parler, à vrai dire, de règles de déontologie des universitaires en France. Tout ce qu'on a, c'est des articles qui avant étaient dans une loi de 83 et qui maintenant sont codifiés dans le Code général de la fonction publique sur la déontologie. Alors, initialement, c'était la déontologie des fonctionnaires, donc des fonctionnaires de la fonction publique. Aujourd'hui, ça a été un peu élargi, c'est la déontologie des agents publics. Mais évidemment, et on rejoint une discussion qu'il y a eu dans la table ronde précédente, à partir du moment où on élargit des règles de déontologie à des professions très différentes, parce qu'évidemment, dans les agents publics, il y a énormément de choses, il n'y a pas que des universitaires, évidemment, eh bien, on en est réduit à des règles très, très banales, très ordinaires, une obligation de probité, d'indépendance, d'impartialité, etc., mais des choses qui, finalement, ne règlent pas les questions déontologiques qui se posent au jour le jour pour les praticiens. Alors, on n'a pas de règle à proprement parler de déontologie, en tout cas pour les questions que je vais évoquer tout à l'heure. Ce qu'on a de manière plus précise, c'est qu'on a un référent déontologue. Alors là aussi, c'est prévu au niveau de la fonction publique en général, mais il y a notamment un référent déontologue qui a été créé dans chaque établissement, dans chaque université, qui a pour fonction de conseiller les intéressés, donc notamment les universitaires, sur les potentielles difficultés déontologiques et sur les conflits d'intérêts, mais c'est un rôle très limité, c'est un rôle de conseil. On saisit le référent déontologue pour poser des questions. Et ce qu'on a également depuis 2018, c'est un collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui peut être saisi, alors pas par tout le monde, qui peut être saisi par, pour simplifier, le ministre, et c'est essentiellement le ministre, à vrai dire, ou différents directeurs au sein du ministère, mais pas par les universitaires eux-mêmes et encore moins par les usagers du service public, qui peut être saisi de difficultés liées soit individuelles, soit générales. On peut lui poser une question générale sur tel type de situation en lien avec la déontologie. Alors, pour vous donner une idée, le collège qui a été créé en 2018 connaît de plus en plus d'affaires, mais en réalité, ça reste des nombres très réduits, puisque en 2021, année de l'explosion du contentieux, des questions qui ont été saisies, qui ont été soumises à ce collège, il y a eu 66 affaires pour toute la France qui ont été soumises à ce collège, dont 44 étaient irrecevables en particulier parce qu'elles avaient été soumises par des personnes qui ne pouvaient pas saisir le collège. Et donc, il y a 22 affaires qui ont été traitées, ce qui a donné lieu, je crois, à la publication de 2 avis. Donc, 2 avis un peu à vocation générale. Alors, juste sur le plan de la théorie du droit, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a un collège qui est destiné à appliquer des règles, mais au fond, finalement, pas de règles à appliquer ou très peu de règles à appliquer et un droit qui se crée au fur et à mesure. Alors, quelles sont les questions qui se posent? Il y a de très nombreuses questions, évidemment, de déontologie en lien avec dans les rapports des universités avec les étudiants, dans les rapports des universitaires entre eux. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à la déontologie des universitaires dans le recrutement
des collègues, est-ce que je peux siéger dans le comité de recrutement de quelqu'un que je connais, d'un ami, d'un thésard, etc. Alors ça, c'est tout un groupe de questions, mais je ne vais pas évoquer ces questions-là, je vais me concentrer sur une question en particulier, parce qu'elle me semble plus spécifique aux universitaires juristes, et ici on est entre juristes. C'est la question des conflits d'intérêts qui peuvent naître de l'activité privée, on en a déjà un peu parlé, des universitaires, parce que, comme ici, j'imagine, les universitaires sont souvent aussi avocats, juristes, font des consultations, sont arbitres, et ça peut faire naître, évidemment, des conflits d'intérêts assez particuliers. Il suffit de citer quelques exemples qui sont tirés de la pratique. Premier exemple, que pour le coup j'ai rencontré directement, parce que moi aussi j'ai une activité privée, dans un dossier, on a un dossier dans lequel est attaqué devant un cour de cassation une décision de d'une juridiction de proximité. La juridiction de proximité, c'est une juridiction qui existait en France, qui n'existe plus, mais qui s'intéressait aux litiges de moins de 4 000 €, donc tout petit litige. Et donc, on a une décision, un pourvoi en cassation qui est fait contre cette décision de la juridiction privée de proximité de Tarascon. Et alors que c'est une décision totalement insignifiante, mais sur une question un peu sérielle, une question un peu d'importance plus générale, une décision totalement dépourvue d'intérêt. Et là, on a la surprise de découvrir qu'un collègue a commenté dans les colonnes d'une revue juridique cette décision de la juridiction de proximité de Tarascon. Alors j'ai vérifié, il n'y a aucune autre décision de la juridiction de proximité de Tarascon qui a jamais été commentée dans aucune revue juridique. On commente les arrêts de cour d'appel et encore, et les arrêts de la Cour de cassation. Alors là, on était très étonnés. Et puis, cet article était très intéressant parce qu'il soulignait que même s'il y avait beaucoup de malfaçons dans cette décision, ce qui était totalement évident, en réalité, au fond, c'était la bonne décision, c'était ça qu'il fallait juger et il ne faudrait surtout pas la critiquer au niveau de la cassation. Alors, on était très étonnés. Autre exemple, un peu dans le même registre, un dîner avec une collègue qui nous explique qu'elle travaille dans un cabinet d'avocats et que dans le projet de recodification du droit des contrats dans le Code civil, il y a un article qui ne plaît pas du tout aux clients. Alors, du coup, les clients lui ont demandé de faire un article. Donc, elle est en train de préparer un article sur commande d'un client, mais évidemment qui allait être signé en tant qu'universitaire. Troisième exemple qui a donné lieu à un avis du collège dont je parlais précédemment, un arrêt de la Cour de cassation qui est très violemment critiqué par un collègue dans une histoire de pharmacologie, de droit civil et pharmacologie. Et il s'avère que le collègue, en l'occurrence, a des liens financiers importants avec des laboratoires pharmaceutiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, que faire? Très rapidement, parce qu'il me reste une minute, très rapidement, que faire? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question du comment réagir face à ce genre de situation, comment gérer ce genre de situation, et il y a la question de la source, d'où doit venir la règle. Alors, comment? Il y a deux formats, interdire ou informer. La question de la source, il y a plusieurs hypothèses. Soit la source vient de la loi interdit ou pose des obligations générales, soit elle vient de l'individu lui-même, c'est d'autres disciplines individuelles d'universitaires qui... je retourne pour pas que tu regardes l'heure. C'est notre discipline individuelle qui doit gérer le problème ou encore d'autres sources. Alors, parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps, 3 pistes. La piste la plus radicale, c'est la loi qui interdirait aux universitaires d'avoir une activité privée, ce qui ferait disparaître tous ces conflits d'intérêts, il faut bien le souligner. Bon, pour des raisons qui me paraissent assez évidentes, ce n'est pas envisageable parce que le droit, comme disait Yering, le droit est une idée pratique. De toute évidence, notre pratique privée du droit nourrit notre expérience et nous permet d'être de meilleurs enseignants-chercheurs, de meilleurs universitaires, et on appauvrirait considérablement l'université en l'interdisant. Alors, idée un petit peu moins virulente, on pourrait avoir des interdictions plus précises, des interdictions plus sectorielles. On en avait parlé avec Laurent Gamet hier. Moi, à titre personnel, je travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats à la Cour de cassation. Et à titre personnel, je m'impose quelque chose qui me paraît vraiment le minimum. Je ne commente absolument jamais la moindre décision sur laquelle j'ai travaillé. Parce que de toute évidence, quand j'ai été payé pour travailler sur une décision, même si j'ai l'impression, il y a des affaires sur lesquelles je suis tout à fait convaincu que ce que j'ai dit est faux, ce que j'ai dit en tant que praticien du droit, il y a des affaires sur lesquelles je pense vraiment très sincèrement que ce que j'ai dit est vrai, mais je ne peux jamais en être sûr et donc je m'interdis de le faire. Alors, les notes de jurisprudence, ça me paraît évident. Ce qui est bien difficile, après, c'est les articles. Est-ce que je peux faire un article sur une question que j'ai découvert et sur laquelle j'ai réfléchi à l'occasion d'un dossier précis? De toute évidence, ça enrichit mon expérience universitaire, mais d'un autre côté,
Est-ce que je suis vraiment tout à fait objectif quand la question a été envisagée alors que j'ai été rémunéré? Ce qui nous amène à la troisième approche, et j'en finis là. La troisième approche, plutôt que d'interdire, c'est d'informer. Informer, c'est-à-dire, même s'il y a des choses que je m'interdis, voilà, que je m'interdis de commenter les arrêts sur lesquels j'ai travaillé, ben, je peux aussi informer le lecteur que j'ai travaillé sur une décision. C'est vraiment l'idée minimum, c'est qu'on doit, lorsqu'on a été en contact, lorsqu'on a eu une expérience en tant que praticien privé, eh bien, et qu'on écrit en tant qu'universitaire, eh bien, on doit au minimum informer le lecteur de cette expérience, hein, informer qu'on a été consulté sur telle question, informer qu'on a connu telle question à l'occasion d'une consultation privée, à l'occasion d'une affaire d'arbitrage, en tant qu'avocat, ne serait-ce que pour des questions d'intégrité scientifique, hein, parce que ça permet au lecteur, voilà, de faire la part des choses, de dire d'accord, voilà, je prends cette opinion universitaire, mais avec cette réserve qui existe, qu'il a été informé. Et c'est ce qui est suggéré par l'avis du 14 décembre 2020 du collège de déontologie de l'enseignement supérieur. C'est ce qui est suggéré, mais de manière assez molle. Et vraiment, j'en termine là, promis. La question, c'est de savoir qui doit informer en réalité. Le minimum, c'est évidemment que l'universitaire lui-même se dise qu'il doit informer son lecteur, et on le voit fréquemment, mais quelque chose de beaucoup plus convaincant, de beaucoup plus énergique, et qui pourrait, pour le coup, être sanctionné par du vrai droit, ce serait que les éditeurs juridiques imposent aux universitaires qui écrivent dans leurs colonnes d'informer, c'est-à-dire sur le mode de ce qui existe en réalité dans les sciences dures ou en médecine, ou en lien avec la pharmacologie, eh bien, sur le mode d'une obligation d'indépendance, un peu comme ce que font les arbitres, au fond, c'est-à-dire qu'on pourrait, à chaque fois qu'on écrit dans les revues juridiques, ce qui n'existe pas du tout à l'heure actuelle, révéler, soit signer quelque chose qui dit qu'on n'a absolument aucun lien avec les parties, un litige, par exemple, si on fait un commentaire d'arrêt, soit signaler tout lien existant, de manière à engager sa responsabilité en cas de fausse déclaration. Voilà, je m'arrête là. C'est à zéro, là. Oui. 10,33. Merci. Oui, non, ça va. C'est très intéressant, et c'est d'ailleurs, avec les arbitres, il y a parfois des organismes privés qui se chargent de donner les noms de ceux qui sont intervenus dans les arbitrages, ce qui permet de voir en fait le nombre d'arbitrages et avec quelles personnes justement elles sont intervenues, et peut-être que ça pourrait être un moyen d'avoir une tierce personne qui révélerait les consultations qui ont été faites. Mais ce sera plus difficile. En revanche, sur l'activité privée, si, je pense que c'est possible. Il suffit qu'on ait un rôle qui soit plutôt celui de jurisconsulte comme en Allemagne, traditionnellement, et puis qu'on nous triple notre salaire. Et à partir de là, effectivement, on pourrait parfaitement avoir une activité exclusivement publique et de réflexion qui serait très théorique, mais qui serait un autre rôle attribué aux universitaires, ce qui n'est pas une bonne chose, mais là, je caricature. Et on le reverra tout à l'heure peut-être, mais c'est la conciliation avec la liberté académique, parce que on a le droit d'écrire sur tout, et parfois même d'en abuser, et ça pose pas mal de difficultés à l'université. Et justement, peut-être que là, on reviendra sur cette question tout à l'heure. Et justement, alors, est-ce qu'on a aussi peu de préoccupations pour les règles déontologiques au Québec ou au Canada en général? Donc là, je vous laisse, professeur Trudel, la parole. Oui, d'abord, merci, chers collègues. J'en profite aussi pour envoyer mes salutations amicales à Vincent Gautret. Je le salue. Son mandat à titre de directeur du CRDP a été non seulement difficile, mais surtout exemplaire par l'excellence du travail qu'il a fait. Et merci d'avoir pensé à m'inviter. Et si je ne suis pas ici cet après-midi, c'est parce que je préside un autre comité, sinon je serais resté ici. Maintenant, pendant que je suis ici, Vincent, les organisateurs m'ont assigné la tâche de présenter un certain nombre de réflexions sur la déontologie des universitaires. Les réflexions que je vous propose sont en fait largement inspirées des travaux de la commission permanente sur la liberté académique de la Fédération des professeurs et des professeurs d'université du Québec, et aussi de l'Association canadienne des professeurs d'université qui a, depuis quelques années, mis en place plusieurs initiatives pour tenter de mieux explorer les tenants et aboutissants de la liberté académique.
notamment à la faveur de l'évolution managériale des universités qui a été très souvent soulignée à l'occasion de plusieurs événements qui se sont présentés dans l'actualité. En fait, la déontologie, dans une perspective de liberté académique, elle se présente surtout comme un impératif de questionnement quant au rôle que doit jouer l'universitaire. Et autrement dit, dans une perspective où l'universitaire peut prétendre et, avec à juste titre, à mon sens, revendique la liberté académique comme une sorte d'instrument pour assurer l'accomplissement de la mission universitaire, ça vient avec un impératif de questionnement sur comment on accomplit notre mission, comment on exerce notre rôle, et un questionnement qui doit se manifester à différents niveaux et surtout dans une perspective d'ouverture. Au Canada, cette liberté est souvent considérée comme dérivée de la liberté d'expression qui fait partie des règles constitutionnelles. Et du coup, on va considérer qu'elle ne peut être limitée que par des lois. Les lois, comme par exemple les lois qui interdisent le harcèlement ou la violence à caractère sexuel, ou les lois qui interdisent la discrimination ou les comportements d'exclusion. Mais se pose aussi la question de savoir dans quelle mesure les normes déontologiques que peuvent de temps à autre adopter les institutions universitaires, qui, rappelons-le, au Canada, sont des institutions autonomes les unes et les autres. C'est-à-dire qu'il n'existe pas les universités ne relèvent pas directement, en fait, de l'État central, comme je pense ça semble être le cas chez vous. Et donc, chaque institution universitaire a la possibilité d'adopter des normes déontologiques. Récemment, par exemple, l'Université de Montréal a adopté une nouvelle politique sur la conduite responsable en recherche, dans laquelle il n'y a pas un mot, le mot liberté académique n'est même pas présent, ce qui en dit long sur le travail qui reste à faire. Cela dit, si on veut donner un effet utile à la liberté académique, qu'en est-il des normes déontologiques? Probablement qu'on pourrait prendre comme hypothèse de départ que le développement de normes déontologiques dans les universités, si on veut que cela se fasse de façon compatible avec le respect de la liberté académique, ça devrait émaner des consensus des universitaires eux-mêmes, par opposition à une décision d'autorité provenant des gestionnaires de l'institution. De telles normes déontologiques ne pourraient ou ne peuvent, à mon sens, imposer que des limites qui sont justifiables, donc qu'on est en mesure de justifier, dont on est en mesure de justifier la nécessité. Et elles doivent surtout être conçues, ces limites, et appliquées dans un souci de transparence. En somme, tout le contraire des règles sur l'éthique de la recherche dans la plupart des universités canadiennes, qui sont souvent appliquées de façon extrêmement opaque. Et donc, voilà l'exemple, à mon sens, de règles qui posent de graves problèmes en matière de liberté académique. Je n'ai que 5 minutes. Je termine en identifiant 2 risques qui confrontent les démarches de développement de la déontologie universitaire. Le premier risque, celui de la domination de la culture managériale, en vertu desquelles les universités ont tendance à brandir la déontologie de façon comme une sorte d'instrument pour protéger la marque de l'université. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des comportements qui entachent la marque, la réputation de l'université. Et c'est souvent comme ça que du point de vue d'un universitaire, en tout cas, c'est souvent comme ça que les décisions ou que les réglementations issues du management sont perçues. C'est-à-dire qu'on cherche, les universités se comportent comme des entreprises, elles ont un souci de protéger leur marque et par conséquent, les employés
sont tenus de se comporter en conformité avec un souci de protection de marque. Et c'est souvent donc une sorte d'instrumentalisation de la déontologie, alors que l'enjeu réel d'une pratique universitaire qui garantirait à la fois la liberté académique et les comportements responsables, ça devrait passer par le développement d'une déontologie consentie, acceptée et discutée de façon constante par ceux et celles qui font l'université au quotidien. Et c'est à mon avis, à cette condition que l'on pourra prétendre que la déontologie n'est pas essentiellement une négation de la liberté universitaire, mais c'est plutôt un instrument qui vient compléter l'exercice responsable de la liberté universitaire. Voilà ce qui me semble être un programme de travail qui pourrait nous occuper encore quelques années. C'est très intéressant et je pense qu'on reviendra sur cette question des relations entre l'université et les entreprises et le monde de l'entreprise, parce que pour le coup, on se demande où est encore la liberté académique lorsque l'existence même d'un laboratoire dépend de financement privé. Justement, là, il y a pas mal de précautions sur le plan déontologique, mais également, je pense, des choix à faire, à ne pas se départir de son esprit critique. Et là, c'est bien difficile quand on est justement à la tête de plusieurs millions d'euros, millions de dollars. Je pense que c'est une question intéressante, notamment pour les universités qui travaillent beaucoup sur le numérique. D'ailleurs, peut-être il y aura un témoignage sur l'Université de Montréal qui travaille beaucoup avec les entreprises privées, où là, on se demande comment trouver le juste équilibre entre la liberté académique et le fait qu'on soit financé par une entreprise qui veut des résultats, et pas uniquement des questionnements, mais plutôt des réponses pour aller plus loin dans l'élaboration de ce qui va devenir ensuite un produit. Alors, justement, là, on a vu quand même des cas où les règles déontologiques, finalement, permettaient de protéger les tiers de mauvais comportements des acteurs, mais on a des professions dans lesquelles ils revendiquent des règles déontologiques pour se protéger eux-mêmes d'éventuelles atteintes qui pourraient venir de l'extérieur. Et c'est un peu la problématique des juristes d'entreprise, notamment sur le plan international. Et je laisse la parole à Géraldine Goffo-Calbo sur ce sujet. Malgré le temps limité, je voudrais aussi très chaleureusement remercier d'abord l'Université de Montréal qui nous accueille, je dirais comme d'habitude, mais en tout cas à plusieurs reprises, et remercier aussi très sincèrement les organisateurs du colloque, donc évidemment Mustapha et Vincent, et puis Bernard et Soraya qui ont élaboré ce programme et qui m'ont gentiment invité. Alors, je suis assez fière aussi, puisque j'ai appris hier que j'étais membre collaborateur du CRDP et que le regroupement ancien était devenu CRDP. Donc, je suis très fière d'appartenir à ce centre qui est le premier centre de recherche juridique au Québec, donc au Canada même carrément. Voilà, donc grand plaisir aussi d'être ici. Alors, j'ai parlé d'un sujet qui effectivement n'existe pas au Québec et au Canada, qui est donc la déontologie du juriste d'entreprise. Alors peut-être, du coup, je vais être peut-être un petit peu didactique sur les problématiques que l'on a et qui sont spécifiques. Le juriste d'entreprise, donc, ça n'est pas une profession réglementée. Alors, les chiffres sont assez variables. Il y aurait 17 000 juristes d'entreprise en France, mais certains contestent ce chiffre-là. Et le juriste d'entreprise est donc un salarié. Et en tant que salarié d'une entreprise, eh bien, il a pour mission principale de conseiller, d'émettre des avis en interne, de rédiger et de négocier des actes juridiques et plus généralement de défendre les intérêts, droits et libertés de cette entreprise et, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel il appartient. Alors, cette définition, elle est issue de travaux et du code de déontologie des juristes d'entreprise de la FJE, l'Association française des juristes d'entreprise, qui n'est pas un ordre professionnel à part entière, qui est une association de droit privé assez classique, sans prérogative de puissance publique. Donc, on a un code qui s'appelle code de déontologie, mais qui en réalité est plutôt un code d'éthique, à mon sens. On a évoqué cette distinction tout à l'heure. Donc, ce qui est certain, c'est que le juriste d'entreprise en France n'est pas un avocat
en entreprise, à la différence de ce qu'on peut avoir au Canada. Alors, ça va avoir un impact très, très fort, qui est que, n'ayant pas le statut d'avocat, les règles déontologiques de l'avocat ne vont pas s'imposer à lui et en même temps, elles ne vont pas non plus le protéger parce que ces règles déontologiques de l'avocat, on en a parlé tout à l'heure, sont aussi finalement protectrices de l'avocat. Alors, l'idée finalement de changer ce statut du juriste d'entreprise, et alors on dit un serpent de mer, un marronnier, on trouve toute une série d'éléments de pommes de discorde aussi, ça revient sur le terrain régulièrement et spécialement depuis 2014 où la question se fait plus prégnante. Alors, d'abord, ce qui existe. Donc, c'est un code de déontologie élaboré donc, par la FJE et le Cercle Montesquieu. La première version remonte à 1986 et elle est régulièrement modifiée. En réalité, il y a 10 articles qui sont extrêmement généraux. Il y a des devoirs imposés aux juristes, mais le juriste ne peut pas opposer aux tiers et notamment aux juges un secret professionnel, un secret déontologique. En plus, les sanctions sont extrêmement faibles. Au sein de l'organisation dont le juriste est membre, c'est tout simplement des sanctions que le code appelle disciplinaires, mais qui ne sont pas véritablement disciplinaires. Je pense qu'au pire du pire, il est exclu de l'association, ce qui n'est pas une vraie sanction. Alors, ce que ces juristes d'entreprise voudraient, pour essayer de sortir de cette situation, c'est un vrai statut d'avocat salarié en entreprise qui est élaboré de manière différente. Il y a différentes versions là-dessus. L'idée étant essentiellement de bénéficier du legal privilege et de pouvoir donc avoir des règles qui permettent donc de soustraire certains types de communication confidentielle de nature juridique, donc écrite ou orale, à l'obligation d'être reproduite en justice. Et la difficulté est d'autant plus importante que certaines lois, notamment américaines, ont un effet d'extranéité, d'extraterritorialité qui, évidemment, entraîne des difficultés importantes. Alors, à partir de ce moment-là, on a eu plusieurs demandes qui ont été faites directement lors de l'examen de certaines lois. D'abord, au moment de la loi Sapin 2 sur l'anticorruption, la question a été effectivement soulevée. La question a été reposée en janvier 2021 avec un avant-projet de loi expérimentale qui a rencontré un certain nombre de résistances. Et en substance, ce projet proposait que le salarié ne pourrait pas plaider pour son entreprise ni exercer des fonctions judiciaires. Le statut permettrait aux avis et consultations donc, destinés à l'entreprise de bénéficier de la confidentialité sans toutefois que le juriste d'entreprise ne puisse le rendre opposable à son employeur. Et puis, en cas de perquisition, l'avocat salarié pourra s'opposer aux saisies et aux saisies des avis juridiques qui sont donc protégés par la confidentialité. Alors, le projet a été abandonné très rapidement. Les avocats sont extrêmement divisés sur ces questions-là. Et au bout de 2 mois, le projet a été de nouveau enterré sur ces questions. Alors, pourquoi ces résistances Pour moi, il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons peut-être de résister. Dans les raisons qu'on peut en tout cas entendre, c'est qu'il y a un défaut d'indépendance qui est dû au statut de salarié, qui implique nécessairement un lien de subordination. Et donc, même s'il y a déjà des avocats salariés, ce sont des avocats salariés d'avocats qui eux-mêmes sont soumis à cette déontologie et donc veillent à la protection de la déontologie. Ici, on aurait une déontologie qui s'adapterait peut-être mal à ce lien de subordination. L'idée aussi, c'est que le secret professionnel envisagé ne serait pas absolu. Les avocats sont extrêmement jaloux de ce secret absolu, ce qui ne serait pas le cas ici, puisque effectivement, face à son employeur, on ne pourrait pas opposer ce secret. Et puis, ce que disent là aussi les avocats, c'est que ce statut de sous-avocat, puisque ce n'est pas un statut d'avocat à part entière, ne serait pas
totalement satisfaisant, ce serait moins protecteur et peut-être qu'à long terme, ça pourrait entraîner des dégâts en quelque sorte sur la déontologie de l'avocat. Alors, il y a des choses qui sont, à mon sens, moins audibles. Il y aurait une diminution de la proportion d'avocats au sein des instances professionnelles parce qu'elles seraient envahies par les juristes d'entreprise ou alors parce que les avocats perdraient des parts de marché. En Belgique, la situation a montré que l'adoption de ce statut a montré que finalement, il n'en était rien. Mais à partir de ce moment-là, effectivement, on a des résistances qui sont extrêmement fortes. Et donc, aujourd'hui, toujours pas de statut pour le juriste d'entreprise en France, avec peut-être des pistes à envisager du côté canadien ou du côté belge aussi, de pays chers à mon cœur, et donc qui pourraient peut-être amener une discussion par la suite. Merci. Il y a aussi une autre raison qu'il ne faut pas négliger, parce que les pouvoirs publics peuvent opérer une réforme, même si les avocats ne sont pas d'accord. Mais il y a une forte résistance des magistrats qui se disent on va quand même pas créer un obstacle aux saisies et perquisitions dans les entreprises, ce qui, pour eux, est quand même très, très utile. Donc la résistance, elle vient aussi du ministère de la Justice, qui laisse croire que les avocats sont partagés. Donc ça, c'est purement politique, parce que sinon les choses pourraient évoluer plus rapidement. Et on reviendra sur les remèdes éventuellement. Ce sera une question qui sera abordée par la suite. Là, on va évoquer, alors là, une toute autre approche des questions déontologiques, c'est-à-dire que on a toute une série d'acteurs qui ont des règles déontologiques, mais qui vont se retrouver à l'intérieur d'une structure qui, d'une certaine manière, va opérer une fusion et créer une autre personne juridique qui elle-même est censée synthétiser, ce qui est impossible, on va le voir, mais synthétiser finalement toutes ces règles déontologiques plus ou moins compatibles entre elles. Ce sont ces fameuses sociétés pluriprofessionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça existe au Québec, au Canada, et nous, ça existe aussi en théorie, mais comme l'a déjà suggéré tout à l'heure Philippe, ça pose pas mal de difficultés. Donc, Philippe Pierre, je te donne la parole. Merci, cher Président. Merci aux organisateurs de ces belles rencontres. Et je découvre à l'occasion que Vincent Gautret et moi-même, que je remercie en particulier, avons un sang malouin quasiment partagé. C'est une bonne nouvelle. Alors, regardez là-haut. Vous l'avez vu passer? C'est mon sujet. C'est un ODNI, un objet déontologique non identifié, qui est passé à toute vitesse. Il n'y a rien, en fait, que l'on puisse saisir immédiatement dans ce sujet. Et pourtant, on l'attend. On l'attend, cette déontologie pluriprofessionnelle. On l'attend depuis 1990. En 1990, les premières structures ont été ouvertes donc, sous forme de SEL à la pluriprofessionnalité. Et jamais la loi de 1990 n'a été suivie de décret d'application parce que, précisément, ça a bloqué sur les questions déontologiques, sur les questions donc, de ces professions qui pourraient s'associer au titre de ces structures pluriprofessionnelles. Là-dessus est arrivée la fameuse loi Macron, dite loi croissance également du 6 août 2015, qui a habilité donc, le gouvernement à légiférer par ordonnance et notamment, c'est un des piliers donc, de la réforme, à créer ces fameuses sociétés pluriprofessionnelles d'exercice qui sont donc maintenant effectives. Et d'ailleurs, je disais ça donc à Laurent tout à l'heure, il y en a une vingtaine qui se sont créées jusqu'à présent. Ce n'est pas encore extrêmement important, mais la mayonnaise commence peut-être à prendre. Néanmoins, même si ces structures existent donc légalement, eh bien les défis donc qui sont les leurs au point de vue déontologique restent les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a une vingtaine d'années. Nous avons ici 10 professions, si je ne me trompe pas, des professions du chiffre, des professions du droit, avocat, notaire, avocat au conseil, géomètre expert, expert comptable, commissaire aux comptes, etc., qui ont effectivement la possibilité donc de se structurer au travers de ces SPE, mais ce qui va entraîner nécessairement une pratique commune, une pratique professionnelle commune et le respect donc de règles déontologiques qui ne sont pas à l'heure actuelle communes, mais qui vont nécessairement être partagées à un moment ou à un autre de l'examen d'un dossier, puisque le but de ces SPE, eh bien, c'est en fait de mettre en commun un panel de compétences fiscales, juridiques, comptables, etc., à disposition d'un client. Comment donc articuler eh bien, le feu de la robe de l'avocat et puis l'eau peut-être paisible de la toge du notaire autour d'un même client. Un seul exemple, le notaire est tenu, nous dirait régulièrement la Cour de cassation, de veiller, et c'est l'application de son règlement national, à traiter donc les intérêts des parties, quelles qu'elles soient, avec impartialité.
L'avocat qui est rédacteur d'acte, qui est mandaté par deux parties, doit aussi, c'est le règlement donc, des avocats, respecter cette impartialité, sauf que lorsqu'il est mandaté par un seul de ses clients pour rédiger l'acte, il doit simplement informer l'autre client, enfin celui qui est en face, qu'il peut lui-même se faire assister pour cette rédaction d'acte, ce qui est pour le coup tout à fait différent en termes de logique, et ce n'est plus du tout cette logique d'impartialité qu'on peut trouver chez le notaire. Donc des enjeux colossaux sur l'indépendance, on pourrait y revenir également sur l'aspect capitalistique, pourquoi pas de ces SPE. Et pourtant, donc les SPE existent. Elles existent maintenant et on les a attendues longtemps. Et comment donc se sortir de ce défi, de cet alliage, de cette alliance si compliquée à mettre en œuvre entre les professions du chiffre et du droit sur le plan déontologique? Alors, je ne dis pas que le législateur a bouté en touche, mais c'est pas loin quand même. Premier point, il n'y a pas de déontologie commune, je l'avais dit tout à l'heure, donc au sein des SPE. Il y a un renvoi, un simple renvoi, au statut de la SPE. Je vous lis l'article 31.8 de l'ordonnance. Les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part, l'indépendance de l'exercice professionnel des associés et des salariés, d'autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie. Donc, ce que nous dit l'ordonnance, c'est qu'en fait, les statuts des sociétés, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent rappeler les obligations déontologiques. On voit mal comment elles ne pourraient pas le faire, puisque ces obligations résultent de dispositions quasi réglementaires ou à valeur normative. On songe par exemple à l'arrêté qui est approuvé chez les notaires, donc le règlement national. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ici, on ne voit pas ce que des statuts pourraient modifier à ces dispositions d'ordre public, et ce qui pourrait par ailleurs ajouter, parce qu'ajouter, c'est modifier. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi sur cette problématique et dans un arrêt du 17 juin 2019, on lui disait, vous n'avez pas, on reprochait à l'ordonnance de ne pas avoir exercé une compétence suffisante par rapport à la loi d'habilitation. Le Conseil d'État a considéré qu'en réalité, rien dans la loi d'habilitation n'imposait au gouvernement d'aller plus loin, donc en termes de réglementation, d'élaboration d'un corpus déontologique commun. Et le Conseil d'État nous dit pourquoi pas des décrets, mais ça reste facultatif. Pour paraphraser le célèbre sketch de Pierre Dac, le gouvernement peut le faire. Je peux le faire, mais vais-je le faire? Ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, ne jetons pas quand même le bébé déontologique avec l'eau du bain, puisqu'il y a malgré tout quelques dispositions éparses qui traitent d'aspects déontologiques, mais là encore, sans vraiment entrer dans le droit dur, ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, la question du secret professionnel. La question du secret professionnel, qui n'est pas exactement la même au sein des professions, mais qui de toute façon est nécessairement questionnée par les SPE, puisqu'il va falloir partager des informations civiles, juridiques, fiscales, etc., comptables, au bénéfice d'un client commun, en articulant donc ces différentes obligations au secret. Comment, là encore, l'ordonnance s'en sort-elle? Elle nous dit, c'est au client de dire ce qu'il entend lever entre les différents professionnels pour que son dossier soit traité correctement. À partir de là, il y a un rendez-vous préalable, et puis le client, correctement informé, va écrire une sorte de lettre de mission dans laquelle il va donc lever plus ou moins le secret professionnel entre les différents acteurs de son dossier, ce qui n'a rien d'évident. Ce qui n'est absolument rien d'évident parce que ça suppose une technicité, une compréhension du dossier. Pour un professionnel client, d'accord, mais pour un particulier, ça n'a absolument rien de facile. D'autant plus que le dossier peut évoluer par la suite et qu'il y aura peut-être des obligations de modifier cette dérogation au secret professionnel. De même, et j'en finis par là, l'ordonnance se préoccupe aussi naturellement de ces conflits d'intérêts. On les trouve partout, universitaires ou autres. D'ailleurs, c'est devenu parfois crispant. On nous demande des déclarations de conflits d'intérêts absolument partout. Je n'y reviendrai pas, ils sont complètement en dehors du secteur juridique. En l'espèce, comment l'ordonnance en est-elle sortie? Elle n'a pas réglementé au sens strict les conflits d'intérêts, plus qu'elle n'a réglementé la levée du secret professionnel directement, pas plus qu'elle n'a créé un corpus normatif. Elle s'en est sortie en renvoyant à une obligation d'information générale sur les risques de conflits d'intérêts entre associés d'une SPE avant le traitement d'un dossier, qui peut être une obligation d'information sur les conflits internes à la SPE, mais aussi sur
les conflits externes, c'est-à-dire liés au fait qu'on ait traité pour un client précédemment avant de recevoir le dossier, ce qui, par parenthèse, d'ailleurs, impose un pont avec la levée du secret professionnel, puisqu'il va falloir communiquer l'identité du client pour pouvoir gérer effectivement ces conflits externes. Donc, vous voyez, c'est relativement pauvre. La note d'optimisme, c'est que, bien, en creux, les instances se sont mobilisées pour essayer donc de faire évoluer les choses. Et vous avez le 8 juillet 2020 un guide très intéressant des conflits d'intérêts, enfin des SPE, mais un guide des SPE donc traitant les aspects déontologiques en particulier, qui a été élaboré et qui nous donne des choses assez utiles. Par exemple, la nécessité de prendre en compte des conflits d'intérêts non seulement entre associés, mais également collaborateurs libéraux au sein des SPE. Donc, comment les traiter, ces conflits? Là, le guide peut être un complément utile. Ou encore, comment rédiger ces fameuses lettres de mission qui peuvent être une façon donc, de lever partiellement et de guider le client donc, vers la levée du secret professionnel. Voilà. Merci. Oui, parmi les solutions, peut-être un référent déontologique à l'intérieur des sociétés pluriprofessionnelles, un nouveau, un référent. Peut-être que au Québec, on a la solution. Merci beaucoup. Je m'associe évidemment à tous les remerciements qui ont été faits jusqu'à présent. Alors, vu le temps qui m'a été imparti, je vais me concentrer donc sur la question de l'exercice de la multidisciplinarité, comme mon collègue, et je vais me concentrer sur les règles qui sont spécifiques aux avocats, pas par corporatisme, mais parce que ça me semble assez emblématique des défis qui se posent. Alors, dans cette perspective, je vais dire un mot du contexte qui entoure notre dispositif, particulièrement pour nos collègues français, et puis je vais exposer les orientations fortes de ce dispositif, ce qui va rejoindre finalement des thématiques qui ont été évoquées lors du premier panel, et je vous dirai un mot en conclusion très rapide sur le contentieux qui s'est développé et qui me semble intéressant quand même à cet égard. Le contexte pour nos collègues français. Alors, il peut pas vraiment être question ici de multidisciplinarité avec des professions non réglementées en raison de ce qu'on appelle ici un véritable système professionnel. Le système professionnel, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été créé en 1973, qui regroupe 55 professions et 46 ordres professionnels distincts, qui vont du plus classique, donc l'ordre des avocats, au moins classique, au moins pour les Français, l'ordre des conseillers d'orientation. Sachez que ça existe. Alors, ce système professionnel a notamment pour objet d'organiser la protection du public et dans le cadre de l'exercice des différentes professions. Et c'est dans le cadre de ce système professionnel que le dispositif sur l'exercice multidisciplinaire est envisagé ici. C'est dans le cadre donc de ce système qu'au début du XXIe siècle, le Québec modifie le Code des professions et va autoriser l'exercice des professions sous forme de sociétés incorporées, ce qui, pour diverses raisons juridiques, est en réalité un préalable nécessaire à l'exercice multidisciplinaire. Le barreau du Québec emboîte le pas, c'est l'un des premiers ordres du système professionnel à se prévaloir des nouveaux pouvoirs qui résultent de la loi de 2004. Et en 2004, il adopte un règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité. Alors, on ouvre la porte à l'exercice de la profession sous forme de société incorporée. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas, le barreau ne communique pas, donc on ne sait pas combien il y a de personnes, mais cet aspect institutionnel me semble assez important. Alors, que prévoit le dispositif concrètement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité? Le règlement en lui-même est assez pauvre en réalité au regard de la déontologie. On va noter simplement que l'article 1 du règlement contient des restrictions quant aux personnes qui peuvent exercer en multidisciplinarité. Eh bien, il s'agit essentiellement des personnes qui sont régies par le Code des professions, donc je vous renvoie à ce que je vous disais précédemment, et on trouve quelques autres personnes qui peuvent s'associer dans ce cas de ces pratiques, des assureurs, des actuaires, des agents de brevet, et évidemment, et ça a toute son importance, des membres de barreaux étrangers. L'essentiel du dispositif déontologique ne se trouve pas dans le règlement à proprement parler, mais dans le code de déontologie des avocats qui a été modifié, lui, en conséquence. Alors, je vais essayer de dégager des grandes lignes à gros traits sur ce dispositif et puis sur deux aspects qui me semblent animer un peu ce dispositif.
Un premier aspect, et je serai très bref là-dessus, enfin, je serai très bref sur les deux aspects en réalité, une philosophie de maximisation des devoirs déontologiques de l'avocat, et de l'autre côté, on voit une philosophie d'isolement des devoirs déontologiques de l'avocat. Maximisation, qu'est-ce que je veux dire par là? Je prendrai l'exemple de la question des conflits d'intérêts, mais j'aurais pu prendre aussi celui du secret professionnel qui, à mon avis, répond à la même logique. Notre code de déontologie impose à l'avocat, on le sait, d'éviter les conflits d'intérêts. L'article 72 du code de déontologie étend le domaine d'évaluation de la situation de conflit en prévoyant, je cite, les situations de conflit s'évaluent à l'égard de tous les clients du cabinet. C'est donc dire que si on veut évaluer l'existence d'un conflit d'intérêts, il faut regarder la liste des clients de l'ensemble des professionnels qui exercent sous la bannière du cabinet, qu'ils soient avocats ou non. La règle est assez logique. La question qui pourrait éventuellement se poser ici, c'est de savoir quel est le standard applicable, puisque les normes en matière de conflit d'intérêts, eh bien, elles peuvent diverger entre les différents professionnels. Alors, la question sera, à mon avis, assez théorique lorsqu'on est en présence d'un notaire et d'un avocat, mais elle peut devenir plus délicate avec d'autres professions, notamment les actuaires. Et la réponse institutionnelle du barreau est intéressante, puisque le barreau, lui, promeut le respect des règles qui sont applicables à l'avocat en matière de conflit d'intérêts. Donc, la raison avancée est simple. Pour le barreau, de manière institutionnelle, la norme qui s'applique à l'avocat est la plus élevée. Donc, c'est celle-là qu'on va retenir, de maximisation donc, du devoir déontologique. Deuxième point, deuxième philosophie, l'isolement déontologique de l'avocat. Alors, c'est un peu plus délicat. Je vais prendre un exemple simple là aussi, c'est la question de la facturation des honoraires, mais j'aurais pu prendre aussi la question de la signature des documents. Le code de déontologie des avocats impose une série d'obligations relativement classiques à l'avocat à l'égard de la facturation de ses services. Et pour le sujet qui intéresse l'exercice multidisciplinaire, ça me semble intéressant de relever la règle de l'article 104, qui témoigne, à mon avis, de cette philosophie d'isolement, puisque ça impose, sous réserve des services offerts à forfait, puis c'est une question un peu particulière, une spécification des sommes qui sont réclamées au client. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que l'avocat s'assure de proposer au client une facture qui distingue les honoraires qu'il réclame à titre d'avocat. Et ici, il s'agit en réalité de séparer l'avocat des autres professionnels qui vont exercer avec lui pour permettre finalement une meilleure appréhension du respect des règles déontologiques en matière de facturation. Je ne rentrerai pas sur la question de la facturation forfaitaire, je dirais juste un mot de conclusion qui ressort, à mon avis, de l'évolution du contentieux autour de la responsabilité déontologique des avocats. Et notamment à travers une affaire fameuse, l'affaire Salomon, on pourra en parler plus tard, mais on voit que les tribunaux font face à une problématique qui n'est pas tant de déterminer la responsabilité spécifique de l'avocat lorsqu'il exerce avec d'autres professionnels, mais plutôt la problématique de savoir quelle est l'intensité des obligations assumées par l'avocat lorsqu'il n'agit pas à titre de procureur ad litem, lorsqu'il agit plutôt à titre de conseiller financier, plutôt à titre de planificateur fiscal, j'en passe, et il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, je me demande si la question déontologique, en quelque sorte, dans le cadre de l'exercice multidisciplinaire, n'est pas dépassée par celle de la déontologie de l'avocat lui-même pluriprofessionnel, en quelque sorte. Voilà, 5 minutes, c'est fini. Merci beaucoup. Intéressant parce que pour le notaire, c'est un peu aujourd'hui la même réalité. Alors, peut-être pas aussi varié que pour l'avocat, où il y a vraiment des professions très différentes, comme agent sportif, par exemple, mais on a les mêmes difficultés, où on lui donne des compétences en droit des personnes, ou dans la gestion de personnes vulnérables, ou autres, et donc on a des situations de ce type assez problématiques. Est-ce que, avant que, moi j'ai un certain nombre de questions, mais avant que je les pose, est-ce que certains veulent réagir sur les interventions des uns et des autres? Alors moi, j'aurais une question qui concerne un peu, alors à la fois l'université, les arbitres et puis les sociétés pluriprofessionnelles. C'est de se demander si on n'a pas le sentiment quand même que les règles déontologiques constituent un frein au développement de certaines de ces activités. Et on peut comprendre qu'elles ont donc du mal à se concrétiser. Je pense aux arbitres qui se disent, finalement, si on m'impose des règles déontologiques trop importantes, peut-être que je vais perdre des parts de marché, ou peut-être que même politiquement, l'arbitrage à Paris, l'arbitrage en France pourrait être moins intéressant, moins attractif. Et c'est la même chose pour les sociétés pluriprofessionnelles, finalement. Si vous avez des règles déontologiques, le principe de maximisation, par exemple, si on l'appliquait dans une société pluriprofessionnelle, là, ce serait plutôt le notaire
qui aurait, lui, des devoirs beaucoup plus importants. Et là, ça ne serait pas une bonne affaire, finalement, pour les autres professionnels, et notamment pour l'avocat, ne serait-ce qu'en termes de publicité, par exemple, où la liberté pour l'avocat est beaucoup plus importante que pour le notaire. Et puis, de la même façon, j'évoquais la question de l'université et de ces liens aujourd'hui avec les entreprises privées. On voudrait que ça soit davantage le cas en France, avec toute une série de réformes qui renforcent l'autonomie des universités pour qu'elles puissent travailler davantage avec des entreprises. Mais on sent bien qu'il y a cette volonté aussi de conserver son esprit critique, son droit de regard critique sur un certain nombre d'évolutions, notamment numériques. Et on pourrait peut-être évoquer cela cet après-midi, et qui, si on adoptait des règles déontologiques trop strictes, pourrait être un frein au développement de partenariats où les entreprises recherchent surtout un résultat et beaucoup moins d'approche critique des universitaires qu'ils vont solliciter. Alors, pour lancer le débat donc, sur ces questions, est-ce que quelqu'un veut… Oui, Léonore ? Moi, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. En fait, tout récemment, là, il y a quelques mois, la Chambre de commerce internationale a soumis à la communauté de l'arbitrage un questionnaire qui porte sur la question de savoir s'il serait opportun ou non d'envisager une responsabilité disciplinaire des arbitres. Est-ce qu'on pourrait envisager une forme d'ordre ? Donc, dès lors qu'on fait des arbitrages CCI, on doit se soumettre à un certain nombre d'obligations et des sanctions pourraient être envisagées. Sous quelle forme ? C'est en discussion. La plupart des praticiens avec lesquels j'ai discuté des réponses qu'ils ont formulées à ce questionnaire, qui sera peut-être publié, ça a déjà été le cas, sont plutôt assez réfractaires à l'idée d'une réglementation professionnelle. D'abord, il y a le principe qui les gêne, le principe d'une réglementation. Il n'y a pas d'ordre, il faut que l'arbitrage reste ouvert, que n'importe qui puisse continuer à être arbitre, etc. Et puis ensuite, c'est la question de la mise en œuvre d'une réglementation professionnelle qui pose question. C'est finalement de se dire qui va garder les censeurs du temple. C'est concrètement qui va pouvoir dire tel arbitre n'a pas respecté tel code de conduite prévu par telle institution, qui on va mettre ? D'autres arbitres, des institutions. Et le problème, c'est que les institutions d'arbitrage en France, les décisions qu'elles rendent sont de nature administrative. Et on a un point de comparaison avec une institution anglaise qui, elle, a véritablement instauré un tribunal disciplinaire des arbitres. Elle rend des décisions et elle peut prononcer. Il y a un exemple que j'ai en tête d'un arbitre qui avait rendu sa sentence avec 4 ans de retard. Et l'institution a prononcé comme sanction donc, une amende d'une somme assez élevée et elle a également exclu l'arbitre du centre d'arbitrage, en tout cas. Nous, les institutions d'arbitrage, en tout cas françaises, n'ont pas ça tient à la nature administrative de leurs décisions, comment imaginer cela. Et puis, c'est vraiment la question de la mise en œuvre. Je pense que les arbitres se disent qui va réellement pouvoir dire, qui peut juger notre comportement, est-ce que c'est véritablement une institution ? Et finalement, ce sera d'autres arbitres. À quel titre ? Enfin, c'est la question de leur légitimité qui pose question. D'accord. Tu prends mon oui. Alors, je rebondis juste 2 secondes sur l'arbitrage. Alors, évidemment, ça paraît difficile à mettre en œuvre, mais ça ne me paraît pas impossible. Hein. C'est des rapports contractuels. Hein. Enfin, Oui, bien sûr, mais ça serait limité à certaines institutions. Oui, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait un arbitrage CCI, on admet que ça se passera comme ça, mais ça sera totalement différemment ailleurs. Alors, il est vrai que la CCI, c'est quand même une institution majeure, mais qu'est-ce qu'on fait dans les arbitrages qui ne sont pas administrés par une institution ? Quelle va être l'autorité qui pourra juger du bon ou du mauvais comportement de tel arbitre ? Et là, c'est encore la même question. Qui va être légitime ? Qu'est-ce qu'on va prévoir ? Alors, pour les arbitrages ad hoc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour les arbitrages institutionnels, ça ne me paraît pas du tout inconcevable. Qui va juger des personnes qu'on estimera légitimes, qui connaissent en matière d'arbitrage, sous le contrôle des juridictions, ça ne me paraît pas du tout inconcevable. Ouais. Après, on rejoint ce que tu disais, Mustapha, c'est-à-dire que voilà, les règles, ça entrave d'une certaine manière, et c'est sûr que si on dit aux universitaires, vous n'avez plus le droit de consulter, vous avez moins le droit de consulter, vous pouvez moins en bénéficier, c'est financièrement intéressant, mais quand tu poses la question, est-ce qu'on a l'impression que les règles de déontologie entravent le développement de l'activité ? Ça dépend de quoi on parle. Hein. Si on parle sur un plan purement financier, pécuniaire, oui, probablement que se poser des règles, ça empêche le développement de certains marchés, ça empêche de s'accaparer certains marchés. Je pense qu'avec les sociétés pluriprofessionnelles, c'est à peu près la même difficulté. Maintenant, ce que ça permet de manière positive, c'est le développement d'un arbitrage plus serein, plus légitime. Ce que ça permet, c'est le développement d'une recherche
plus indépendante, tu le soulignais très justement. Donc, au fond, avoir des règles déontologiques, ça permet peut-être moins pour l'universitaire, par exemple, de s'accaparer des marchés privés, mais ça lui permet de développer une recherche plus autonome et du coup, au fond, comment dirais-je, plus crédible. Il y a une question il y a vraiment une question de crédibilité de la recherche et aussi de crédibilité de l'arbitre, par exemple. Parce que tu l'as souligné tout à l'heure, hein, la grande crise de confiance qui a été mise sur la place publique en France, c'est l'arbitrage tapis. Mais ce qu'a révélé l'arbitrage tapis, c'était pas du tout un secret, c'était quelque chose que tout le monde connaissait, que tout le monde avait pu rencontrer, mais simplement dans des arbitrages qui étaient moins médiatiques. Et je pense que ça a fait du mal à l'arbitrage parce que c'est vrai que quand on met ça sur la place publique, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir recours à l'arbitrage? Donc, à vrai dire, même sur un plan financier, ça peut faire sens, et j'imagine que c'est pour ça que la CCI le fait, ça peut faire sens de dire on va se doter de règles déontologiques plus fortes pour que même les usagers aient davantage confiance en nous. Merci. Merci. On dirait à la fois sur la question de la révision, sur la question du frein au développement des activités. On a une affaire nouvelle qui a fait grand bruit dans notre communauté juridique il y a quelques semaines. On a un associé d'un gros bureau international qui a quitté son bureau en argumentant justement que ça entravait sa pratique d'arbitrage. Donc, il se rendait dans un autre bureau qui n'était pas international, celui-là, parce qu'il disait, dans mon ancien bureau, je pouvais être en conflit avec eux. Donc là, on a une discussion de ce frein au développement des affaires. Ça bénéficie à l'autre bureau, en l'occurrence, mais c'est une illustration justement de ce phénomène. Évidemment, ça implique vraiment une logique de marché, pour le coup. Oui, cette idée de frein, vous l'avez compris, je l'ai développée. Bien sûr que c'est un frein, ça a été un frein pendant 22 ans, ça l'est encore plus ou moins. Alors, ça l'est moins peut-être parce que le législateur s'est défaussé sur le contrat, en fait. C'est-à-dire, c'est un vrai hommage au contrat, cette ordonnance de 2016, le contrat de société, le contrat de levée du secret professionnel, l'information précontractuelle en termes de conflit d'intérêts, etc. Donc, ça, c'est une autre réflexion en termes de sources. Mais alors, ce quoi je voulais rebondir, c'était aussi cette idée de mieux-disant, le mieux-disant déontologique. Ça, c'est très intéressant parce que on a eu exactement la même interrogation, non pas à propos de la déontologie, mais à propos des garanties du risque de responsabilité, l'assurance de responsabilité, etc. On a des professionnels qui sont associés alors qu'ils n'ont pas le même système et il est plus ou moins performant. Est-ce qu'on pouvait ou pas aller vers un mieux-disant? Le législateur a choisi de ne pas le faire alors que techniquement, c'était parfaitement possible et beaucoup plus facilement pour la déontologie. Donc, l'idée de mieux-disant n'est pas facile à pratiquer. Et puis en plus, l'idée de mieux-disant suppose qu'il y ait une compatibilité entre les déontologies, qu'il y ait les mêmes enjeux. Un seul exemple, dans les professionnels qui sont associés, vous avez les mandataires et administrateurs judiciaires. Ils n'ont pas de clientèle. Comment leur appliquer des exigences qui sont fondées sur l'existence et la gestion d'une clientèle? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, eux-mêmes l'ont relevé à différentes reprises. Vous voulez nous mettre dans un chapeau commun alors qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux, etc. Donc, vous voyez qu'à partir de là, par hypothèse, la déontologie, ça suppose un compromis. Et puis après, qu'en sera-t-il d'un corpus s'il est élaboré à partir de l'ordonnance du 13 avril? C'est très intéressant de savoir. Oui, sur la question des libertés universitaires et puis de la pratique d'une activité d'avocat ou de conseil juridique des universitaires. On ne se pose jamais la question de savoir si un professeur de médecine peut pratiquer à côté de ses enseignements. Et même tout le monde considère que c'est tout à fait normal. Dans nos universités, en tout cas dans la mienne et dans d'autres que j'ai pu fréquenter, systématiquement, quand on nous dit oui, mais vous, les juristes, vous travaillez à côté et donc c'est du temps que vous ne donnez pas à l'institution, enfin, je l'ai encore vécu assez récemment, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas construire un statut? En France, on a ce qu'on appelle les PUPH, donc professeurs d'université, praticiens hospitaliers. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement créer un statut identique pour les juristes? Et puis peut-être, du coup, de mettre des règles déontologiques particulières. Ça, c'est une première question. Et j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe en termes de déontologie des praticiens hospitaliers qui sont aussi donc professeurs d'université. Et je me demande si ce ne serait pas une piste pour essayer de trouver peut-être des règles qui seraient intéressantes. Et dans un pays que tu aimes bien, la Belgique, il y a deux statuts professoraux. Il y a le statut de professeur ordinaire, qui est en fait donc avec un monopole dans la fonction publique, et le statut de professeur extraordinaire, où justement on garde le titre de professeur, mais on a la possibilité d'avoir des activités privées.
et c'est assumé en tant que tel, avec une rémunération qui est moindre, etc. C'est aussi une piste de réflexion. Mais pour rebondir sur ce que disait Bernard, tu as tout à fait raison. Là, pour le coup, pour les universitaires, le fait d'avoir des règles déontologiques permettrait de légitimer et de recréer un lien de confiance, notamment avec des collègues qui ont l'impression que les universitaires juristes font un peu ce qu'ils veulent et qui ne respectent pas les règles déontologiques. Et d'ailleurs, c'est pas, on voit bien ce lien de défiance avec la nouvelle réforme. Il y a un recours qui a été exercé par monsieur maître Laurent Gamet dans ce cas-là. Non, là, c'était plutôt en qualité de doyen. Ok, d'accord. Et justement, parce qu'on a une loi qui, par un texte, en tout cas, qui vient de, c'est un décret, hein, c'est un décret, et qui prive les universitaires d'une prime d'encadrement, de recherche, enfin, caractère scientifique et administratif, dès lors qu'ils ont une activité libérale, très très large à côté, alors qu'on a des universitaires qui remplissent leurs obligations académiques, qui dirigent des masters, qui organisent des comités de sélection, qui consacrent énormément de temps dans des tâches administratives, parce que ces personnes-là ont une activité privée à côté, sans qu'il y ait une appréciation au cas par cas, elles sont privées de cette prime. Et ça montre bien qu'il y a un esprit quand même qui n'est pas favorable au développement de ces activités privées. Donc, je vais peut-être laisser professeur Trudel. Bon, dans le contexte québécois, nous sommes tous des professeurs extraordinaires. Donc, mais, avec un salaire de professeur ordinaire. Avec un salaire. Mais en fait, un des enjeux qui doit aussi, je pense, être mis dans la balance, c'est le risque d'instrumentalisation de la déontologie. C'est-à-dire que le discours déontologique est souvent récupéré pour servir de combustible à ceux qui, de toutes sortes de façons, ou bien veulent discréditer un professeur d'université qui est arbitre ou vice-versa. Et donc, il y a tout ce danger de récupération. Et il me semble que ce danger de récupération est encore accentué lorsque la déontologie est imposée par le haut plutôt que imposée ou plutôt que consentie et négocié entre professionnels, dans ce cas-ci, entre universitaires. Et donc, il me semble qu'il faut... moi, je pense qu'il y a eu... moi, je travaille beaucoup dans la déontologie journalistique aussi. Et il y a eu un élément... au Canada, il y a eu une espèce d'électrochoc lorsque une société minière multimilliardaire s'est mis à poursuivre l'auteur d'un livre qui s'intitulait Noir Canada, qui a finalement été retiré de la vente et qui posait des questions embarrassantes sur la façon dont certaines grandes sociétés minières canadiennes se comportaient, entre autres dans des pays en Afrique ou en Amérique du Sud, donc des soucis, des préoccupations extrêmement importantes. On a mobilisé dans ce type de poursuite les règles déontologiques qui faisaient notre affaire, puisqu'on est dans un univers non réglementé, donc on a le choix. Les règles déontologiques se présentent comme une sorte de buffet à la disposition de ceux qui veulent les instrumentaliser à leur propre fin. Avec le résultat qu'il y a un risque à promouvoir une déontologie chez les universitaires, en tout cas, qui finirait par essentiellement servir d'outils pour limiter, sinon parfois brimer leur liberté académique. Des poursuites judiciaires intentées contre des professeurs en brandissant des règles de déontologie de la recherche par une société de médicaments qui était mécontente de la façon dont ces produits apparaissaient dans les résultats de recherche publiés par un professeur. Ce ne sont pas des histoires de cinéma, ça se produit notamment dans cette université. Et donc, cette déontologie, elle est à risque d'être instrumentalisée dans le milieu universitaire. Et s'il n'y a pas des précautions conséquentes pour assurer, par exemple, que les institutions garantissent à ce moment-là que les universitaires bénéficient d'une certaine protection, il est à craindre que la déontologie soit essentiellement un outil pour limiter la liberté universitaire, comme elle l'a été très souvent utilisée dans plusieurs pays à l'égard des médias, c'est-à-dire la déontologie des médias est brandie
comme un prétexte, finalement, pour museler les médias. La déontologie a le dos large parce que dans les professions non réglementées, il y a de tout. Il y a toutes sortes de références déontologiques et donc, finalement, ça devient une normativité sous forme de buffet ouvert. Oui. Alors, je suis partiellement d'accord avec ce que vous avez dit sur les risques, évidemment, que la déontologie soit instrumentalisée dans ce sens, avec peut-être une différence, c'est que moi, je trouverais ça assez bien qu'il y ait des règles uniformes, imposées, et égalitaire pour tout le monde. C'est peut-être mon côté français, centraliste, jacobin, mais moi, je serais plutôt favorable à ça plutôt que des règles à la carte qui dépendraient des établissements, ce qui est très difficilement concevable. Chez nous, l'idée que les universités fixeraient des règles de déontologie différentes. Mais pour revenir à la question que posait Géraldine, et que alors c'est intéressant la comparaison que tu fais avec les PUPH, les professeurs d'université praticiens hospitaliers. Je suis pas sûr que les PUPH n'aient pas les mêmes types de conflits d'intérêts, ne se voient pas faire les mêmes reproches. À vrai dire, je pense que le reproche qu'on fait le plus souvent, à tort ou à raison, au PUPH, c'est qu'ils exercent pas suffisamment, ni en tant que PU, ni en tant que PH. C'est-à-dire qu'ils font pas, on leur reproche de jamais être ni dans leurs amphis, ni dans leurs services, et de faire d'avoir en plus une autre activité privée, de consultation privée. Donc ce reproche revient. Mais pour revenir sur l'idée qu'on nous reproche d'avoir une activité privée dans certains cercles, il faut quand même rappeler que c'est autorisé, c'est prévu par des textes qui nous autorisent à avoir une activité, alors évidemment d'avocat, mais même de consultation privée, c'est tout à fait utilisé. Ça rejoint ce qu'on disait sur le décret, sur le recours qui a été formé contre le décret RIPEC, c'est ça? Et que moi aussi j'ai formé, il n'y a pas que Laurent Gamet qui a formé ce recours en excès de pouvoir, qui va à l'encontre, cette idée qu'on ne devrait pas avoir d'activité privée, ça va à l'encontre de textes qui le prévoient expressément. C'est pas juste qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est utile pour le développement de la recherche, mais il y a une bonne raison. C'est pour ça qu'il faut quand même veiller à l'encadrer avec des règles, avec des garde-fous. Et en médecine, pour le coup, il y a des vrais risques de conflit d'intérêts dans les études scientifiques. On l'a beaucoup vu parce qu'il y a eu pas mal de scandales qui ont entouré les études relatives à la crise sanitaire. Et on pourrait tout à fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on pourrait tout à fait s'en inspirer. Quelqu'un veut... Alors, je vais garder la parole et j'aimerais bien avoir la position du professeur Trudel également sur ce point, sur les questions de recrutement, parce que tu as dit que tu ne traiterais pas de cette question. Pas dans mes 5 minutes. Non, mais là, peut-être qu'on peut évoquer la question, parce que on a tous participé à des comités de sélection. On va rester dans le respect de la confidentialité, mais on a tous parfois été étonnés, surpris du comportement de certains, dont on connaissait les liens éventuellement ou le conflit d'intérêts et qui n'étaient pas révélés. Et j'aimerais bien savoir si, justement, je sais qu'au Québec, c'est quand même quelque chose, et Vincent m'a expliqué plusieurs fois comment les collègues étaient recrutés. Il y a toute une série de collèges et de filtres qui permettent d'éviter justement qu'il y ait une éventuelle contestation. Et justement, j'aimerais bien avoir votre présentation très rapide, mais des précautions qui sont prises peut-être à l'université lorsque vous recrutez un collègue, et on vous expliquera, nous, rapidement, comment on recrute les nôtres. Oui, alors, d'abord, il existe, je vais donner l'exemple de l'Université de Montréal parce que les règles peuvent varier d'une université à l'autre, mais enfin, il y a quand même beaucoup de similitudes. À l'Université de Montréal, il y a une politique générale sur les conflits d'intérêts. Donc, annuellement, toute personne qui œuvre à l'université doit déposer une déclaration dans laquelle elle doit révéler les situations qui peuvent possiblement donner lieu à des conflits d'intérêts. S'agissant des processus de recrutement, ce sont des comités qui sont généralement désignés par des mécanismes électoraux, finalement, qui sont en quelque sorte désignés par les pairs, des comités de professeurs qui ont pendant 2 ou 3 ans, 3 ans, je pense, ou 5 ans selon le cas, le mandat finalement d'administrer les processus de recrutement. Donc, c'est des comités qui jouent un peu un rôle de search committee, c'est-à-dire qui agissent pour examiner les candidatures. Dans certains cas, il peut arriver que le comité soit appelé à susciter des candidatures lorsque le bassin de recrutement se révèle plus restreint. Et la façon dont on règle les conflits d'intérêts, à ma connaissance,
c'est par l'obligation de divulguer les liens possibles qu'une personne membre d'un comité peut avoir avec des candidats ou un candidat ou une candidate, soit que ces liens sont connus en raison du rôle qu'a pu jouer, par exemple, un professeur à l'égard d'un candidat doctorant, ou encore les liens sont d'une autre nature. Et le principe, c'est qu'ils doivent être révélés. Je n'ai pas souvenir qu'on ait eu des situations où, suite à la non-révélation de ce qui s'est ensuite avéré être un véritable conflit d'intérêts, ça a pu donner lieu à la contestation d'une décision en matière de recrutement, mais je ne pourrais pas vous l'assurer. Alors, c'est un peu de cette façon que sont gérés ces enjeux de conflit d'intérêts dans des processus qui impliquent des décisions significatives, comme des recrutements, ou encore, évidemment, même chose pour les processus de promotion, où les personnes qui sont appelées à fournir une expertise dans le contexte de l'évaluation d'un dossier, ben, évidemment, sont appelées à déclarer toute situation qui pourrait constituer un conflit d'intérêts. Et le cas échéant, c'est analysé par le comité lui-même et éventuellement par les instances décisionnelles, par le doyen ou la doyenne qui a la possibilité de faire appel à d'autres expertises pour vérifier si ce conflit d'intérêts, comment ce conflit d'intérêts doit être géré. Les conflits d'intérêts, la tradition, on a l'habitude de dire, ils sont souvent inévitables. Ce qui est essentiel, c'est de les gérer. Vous avez la même analyse? Je pense que oui. Oui, exact. Et puis, j'ai une expérience là-dessus pour faire partie de certains comités. Et oui, on divulgue, et puis finalement, on renvoie un peu la balle dans le camp du président, la présidente du comité, qui se retrouve avec la charge de déterminer si, en fonction des critères établis pour déterminer ce qu'est un conflit d'intérêts, on est en présence ou non d'un conflit d'intérêts. Et il y a une part de discrétion en réalité qui existe entre les mains du président ou de la présidente du comité en question pour déterminer si effectivement il y a un conflit d'intérêts. D'accord. Le CNU, par exemple. Alors, le CNU, tu en parleras plus efficacement que moi. Nous, les recrutements, alors, se font généralement par des comités dont la composition, alors nous, on n'est pas élus, c'est une composition, la manière dont est composé le comité est un peu opaque et c'est peut-être justement un des problèmes, mais l'idée de la composition des comités de recrutement, c'est justement qu'elle est faite pour éviter les conflits d'intérêts, avec notamment une règle, pour le coup, indéboulonnable, qui est que la moitié au moins du comité doit être composée de membres extérieurs à l'université, donc on ne peut pas s'arranger entre amis de notre université pour recruter qui on veut, on doit avoir des extérieurs. Alors, il y a d'autres règles de parité, hommes-femmes, etc. Alors, je vous vois sourire. Là, le loup, évidemment, il y a un loup, c'est que le comité est composé comme on veut. Donc, moi, je ne peux pas avoir que des extérieurs, mais si j'ai envie de recruter un tel, ben, je peux tout à fait nommer dans le comité comme extérieur des copains avec comme mission officieuse de recruter un tel. Donc, c'est évidemment pas parfait, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a aussi ces obligations de révélation, mais c'est pareil, en fait, qu'est-ce qu'on doit révéler exactement? C'est pas très clair. Il y a un peu une zone rouge, assez largement admise. Alors évidemment, s'il y a des membres de ma famille dans les candidats, je peux pas siéger du tout. Pour le coup, c'est pas une question de révélation, ce serait annulé. Si j'ai un thésard qui se présente, je peux pas non plus siéger. Voilà, s'il y a des rapports forts, mon meilleur ami qui se présente, je peux pas siéger. Mais après, il y a toute une zone grise. Il y a le gris foncé un petit peu, on a les hypothèses que vous avez évoquées, ceux dans lesquelles on a tous assez conscience qu'on doit au moins le révéler, et puis il y a les hypothèses plus gris clair, hein, et le problème, c'est que à mesure qu'on arrive dans le gris clair, il me semble qu'il peut apparaître un conflit entre d'un côté l'idée d'indépendance et d'un autre côté l'idée de compétence, c'est-à-dire que si j'écarte toutes les personnes qui ont, vous voyez, dans les petits milieux, dans les petites spécialités, la procédure civile, il n'y a pas énormément de spécialistes de procédure civile, ben très vite, on connaît tous les spécialistes de procédure civile. Et si on doit se déporter parce qu'on connaît la personne, ben très vite, on ne va plus trouver de spécialistes de la matière, ce qui pose un autre problème. Et c'est évidemment très difficile de trouver la limite entre les deux. Voilà. Merci. Il y a quelque chose. Tu as parlé du mot qui m'a occupé pendant quelques années, toi aussi, le Conseil national d'université. Je reviens sur une expérience que j'ai eue en tant qu'ancien vice-président.
la question des conflits d'intérêts, ça a été vraiment le pire de ce qu'on a dû à gérer pendant ces 4 années. Il y a des tas de facteurs qui font que c'est une histoire sans fin. C'est quoi un conflit d'intérêts? C'est quoi, par exemple, quelqu'un qui exerce des fonctions dans la même université que celui sur lequel il rapporte? Est-ce que c'est le fait d'avoir, il y a moins de 2 ans, assuré une vacation de 5 heures? Voilà. Est-ce que ça crée un conflit ou pas? Voilà. Concrètement, c'était par rapport à cela qu'on était confrontés. Les conflits d'intérêts, alors on n'a pas d'obligation, les membres du CNU n'ont pas d'obligation préalable générale de se déclarer en conflit, parce qu'en principe, à ce rythme-là, on sera en conflit d'office avec pratiquement tous les collègues. En revanche, il y a des déclarations ponctuelles, mais il y a des découvertes ponctuelles. On distribue des dossiers, par exemple, pour apporter sur des candidats à la qualification aux promotions, et puis on utilise les règles d'objectifs, les 2 ans, l'absence d'articles coécrits, ce genre de choses, et puis on découvre finalement que il y a des liens amicaux qui nous obligent à redistribuer les dossiers, et quand on change un rapporteur, à faut en changer 2, du coup on sacrifie les spécialités, et comme tu le disais, à juste titre, c'est un tout petit monde, et pour trouver des spécialistes, forcément, les réseaux, tout le monde les connaît, et donc à partir de là, les conflits d'intérêts existent dans ces microcosmes. Et puis le pire, c'est quand on s'aperçoit en cours de séance, alors que par exemple la semaine se finit et qu'on est quasiment au dernier dossier, qu'il y a un conflit d'intérêts, que brutalement un membre du CNU découvre. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça arrive, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on annule toute la procédure de la semaine, ou est-ce qu'on essaye de redistribuer en catastrophe? C'est ce qu'on a fait, tel ou tel dossier. Enfin, vous voyez, c'est une histoire sans fin, et on essaye de se tourner vers le ministère, qui de temps en temps nous donne des réponses, et de temps en temps louvoie vraiment beaucoup, ou ne répond pas du tout d'ailleurs. Je finirais sur d'autres hypothèses où la notion de conflit d'intérêt est appréhendée de manière variable. Ça dépend notamment du président, et je pense en particulier au concours d'agrégation, où on est censé justement révéler d'éventuels conflits d'intérêt. C'est le président qui détermine les critères de ce qu'on peut considérer comme étant un conflit d'intérêt, et à partir de là, on n'a pas le droit d'étudier le dossier, d'interroger la personne, et donc on avait une conception très large du conflit d'intérêt. Si on avait rencontré une personne au cours de 2 ou 3 soirées, par exemple, eh bien, il fallait le dire, et à partir de là, le mieux, si on pouvait le faire, c'était de confier le dossier à quelqu'un d'autre. Donc ça peut aller très très loin, et c'est une approche plus subjective. Et pour finir, parce que on a en principe jusqu'à 12h40 pour les questions internes, et ensuite ouvrir sur la salle. Mais je vais donner la parole quand même à Géraldine, parce que je t'ai coupé en faisant les gros yeux, pas si gros que ça, mais pour que tu finisses justement en nous disant quels sont les remèdes sur les juristes d'entreprise, il y a vraiment une question à part. Et puis ensuite, je pense qu'on pourra donner la parole à la salle. Merci Mustapha. Tes gros yeux étaient plutôt gentils, donc je ne t'en veux pas. J'ai identifié 2 pistes, mais il doit y en avoir d'autres, je pense. La première question que je me suis posée, c'était est-ce que finalement, on ne pourrait pas utiliser la solution belge, c'est-à-dire de détacher complètement la profession de juriste d'entreprise de la profession d'avocat. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un statut d'avocat associé en entreprise, mais finalement un statut de juriste d'entreprise à part entière. Et donc, à partir de ce moment-là, ça permettrait d'éviter de consulter les avocats qui, pour un certain nombre, n'ont absolument pas envie, effectivement, d'avoir ces juristes d'entreprise avec eux, et donc de créer une profession réglementée complètement à part, avec une déontologie qui soit spécifique, ce qui réglerait peut-être, à mon sens, une partie des difficultés. Alors, pas celle que tu as soulignée, effectivement, qui est est-ce que les pouvoirs publics ont véritablement envie de… Ça, c'est effectivement une excellente question, mais au moins, toutes les réserves des avocats seraient mises de côté. Ça pourrait être, à mon sens, une première solution. Et puis, la seconde solution à laquelle j'ai pensé en discutant avec Vincent hier, c'est effectivement la solution qui a lieu ici, c'est-à-dire d'avoir une définition du périmètre du droit qui soit extrêmement large et qui fait que, si j'ai bien compris, en gros, pour pouvoir effectivement exercer les professions, il faut être ou notaire ou avocat. Et ce qui oblige à être, dans ce cas-là, un véritable avocat, à travailler en entreprise, mais d'être véritablement un avocat à part entière, et donc de bénéficier de toutes les règles déontologiques des avocats, celles qui protègent effectivement les clients, celles qui régit les relations avec les magistrats, etc., mais qui permet aussi donc ce fameux legal privilege qui serait de facto attribué à ces avocats et donc aux avocats qui travaillent en entreprise. Donc,
obliger les jeunes entreprises à être pleinement avocats et donc à bénéficier de ces règles déontologiques. Ça pourrait être une seconde piste aussi, mais peut-être que certains voudraient rebondir et peut-être proposer aussi d'autres choses. J'avoue que c'est des premières pistes de réflexion, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne pourraient pas se faire et des obstacles à ces deux possibilités. Pour ce qui est de la situation ici, c'est tempérer il y a évidemment une volonté du barreau d'englober tout le monde, de prendre tout le monde, de prendre tout le monde. Dans les faits, il reste quand même des zones grises. Il y a des zones grises où c'est sûr que la question, c'est est-ce que le juriste pose des actes d'avocat? Si la réponse est non, il n'a pas à être avocat. Et quand bien même il y aurait des avocats dans l'équipe, s'il ne pose pas des actes d'avocat, peu importe le titre en réalité. Puis là, ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre au sein des entreprises. Mais il reste quand même que les entreprises ne prennent pas le risque de ne pas d'embaucher des gens qui ne sont pas avocats, parce que la pratique est établie d'une vision maximisante de la profession. Mais ça ne vide pas tous les problèmes. Bonne nouvelle, vous savez, on est parti de 50, on est à 53, donc ça veut dire que... 54. Ouais, même à 54, ouais. Ah, bon, bah, bravo, on n'est pas mauvais sur ce coup-là. On est à peu près dans le timing, en tout cas on n'a pas dépassé, et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants à cette table ronde. C'était très enrichissant, et puis on se retrouve, je crois, à 14h30. Non. Là, tu as voulu faire preuve d'autorité, c'est ça? D'accord. Oui, donc c'est bien. non, tu ne veux pas revenir peut-être. Donc à 14h30, pour la troisième table ronde, où il s'agit de mettre à l'épreuve du numérique l'ensemble des règles déontologiques que l'on a pu aborder ce matin. Voilà, merci à tous ceux qui nous regardent à distance et on vous dit à tout à l'heure